Expert en droit du numérique, légiste, avocat au barreau du Sénégal, premier recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, Abdoulaye Cissé est l'invité spécial de Ousmane Gueye ce dimanche 2 janvier 2022 dans ITEC. Le Sénégal à l'heure des défis. Quelle avancée sur l'identité numérique? Quel regard sur la Startup Act? La protection des données personnelles est-elle adaptée aux nouveaux enjeux? Le professeur des universités, consultant international sur les questions des technologies de l'information et de la communication, spécialiste en prospective, va également aborder le droit du travail à l'heure du coronavirus. À suivre ce dimanche 2 janvier sur iRadio après les éditions de 7h et 12h. ITEC, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Merci pour vos 3 ans de fidélité à ITEC. Nos meilleurs vœux en ce début de nouvel an. L'occasion de vous renouveler notre gratitude. J'y confonds le premier invité de l'année 2022. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté une fois de plus de venir partager avec nous sur iRadio. Merci pour la visite de nos locaux qui a précédé ce numéro, cette diffusion. Professeur des universités, premier recteur de l'université de Bambey, avocat au barreau du Sénégal, spécialiste en cyberdroit, expert international en logistique et politique publique, agrégé des facultés de droit, et à ce titre, pour aller vite, vous avez conduit plusieurs réformes en Afrique pour le compte d'État, dont le Sénégal, le Mali, la RDC, la République démocratique du Congo, le Gabon, ou d'organisations régionales comme l'UEMOA, l'OADA, la CEDEAO, l'Union africaine, dans des domaines aussi divers que les technologies de l'information et de la communication, la justice, l'économie, les affaires, l'énergie, l'environnement, la santé, l'éducation. Passé également par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mon invité aussi exigeant que percutant à suivre ses différentes sorties et positions sur l'actualité technologique au Sénégal et dans le monde. J'aimerais bien, comme l'actualité du secteur est dominée par les télécoms au lendemain des près de 20 milliards de pénalités contre les opérateurs décidés par la RTP, j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Chacun tire de son côté, rejetant la faute sur l'autre. Pendant ce temps, l'usager décrit comme la victime principale ne va pas encaisser ces milliards, en tous les cas pas directement. Comment sortir de cette situation? Mais merci Ousmane. C'est vrai que c'est une question complexe et très complexe même, et qui peut être appréhendée à partir d'une pluralité de positions. N'étant pas partie, sauf lointaine en tant que consommateur, je peux me permettre peut-être de poser au centre de la question la qualité des services. Si aujourd'hui on regarde la qualité, son enjeu est d'abord organisationnel, il est aussi institutionnel, mais il est également consubstantiel à la protection dont devraient bénéficier tous les consommateurs. Si aujourd'hui, un consommateur, un usager signe un contrat avec un opérateur, en contrepartie du service de qualité qu'il lui fournit, il lui verse une contrepartie. Il est en droit de s'attendre à ce que ce qui lui est promis lui soit dû et versé de façon concrète. Lorsque les règles du jeu sont suffisamment respectées, il n'y a pas de problème. Lorsque les règles ne sont pas respectées, il y a problème. Et c'est dans ce cas de figure que l'on se trouve. Il y a un régulateur qui dispose de moyens techniques adéquats, des ressources humaines adéquates pour évaluer la qualité de service donné aux consommateurs. Au regard des manquements importants, elle a l'autorité de prononcer des sanctions pécuniaires sous forme d'amende. Elle l'a fait. Ce n'est pas à nous d'en juger ou d'en discuter. On prend acte. Toutefois, quand on regarde la façon dont on élabore ou dont on perçoit les sanctions ont en général une double dimension. Une dimension répressive et une dimension restitutive. La répression, c'est pour sanctionner, faire mal, faire souffrir. Là, on ne le sent pas dans sa chair, mais dans sa poche ou dans son compte en banque. La dimension restitutive, c'est une dimension réparatrice, où l'on essaie de restaurer l'harmonie qui a été faussée du fait de cette non-qualité. L'amende en question a cette double dimension. Elle fait mal, mais elle restitue. Elle restitue quoi?
elle restitue ce qui a été indûment pris aux consommateurs. Mais très indirectement, et c'est ça le problème justement, on ne redonne pas ces minutes d'appel aux usagers, on ne redonne pas ces gigas de connexion aux usagers, mais on le verse au trésor public, et même si on doit le redonner à l'usager final, ça va être très indirectement et peut-être sur des centaines d'années. C'est ça le souci, non? Vous savez, la finalité d'une mesure répressive ou restitutive, c'est qu'elle est sous-tendue par l'ordre public, les intérêts publics et non pas les intérêts privés. Il n'est pas question de venir rembourser. Il est question de voir quelles mesures d'ordre public mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait de ces amendes recouvrées? Ces amendes recouvrées, en dépit du principe de l'unité de trésor, que l'unité de caisse que tout le monde connaît dans le droit des finances publiques et qui veut dire que tout ce qui entre dans le trésor entre dans la caisse unique. Nonobstant ce fait, dans le droit économique du numérique, l'idéal aurait été que ces sommes-là puissent être consacrées à tout ce qui améliore la qualité de service par l'État, par exemple en augmentant les moyens de contrôle, les infrastructures techniques qui permettent de mieux apprécier la qualité de service et de pouvoir prendre en charge le coût de la non-qualité. Vaste programme. Mais aujourd'hui, une stratégie pour l'amélioration, le renforcement de la qualité du service a besoin de ces ressources. Étant conscient, étant au courant de la possibilité là qu'on puisse avoir ces options, on a quand même choisi d'autres options. L'État, par exemple, qui encaisse un peu ces 20 milliards. Et pour rappel, si bien entendu les recours ne permettent pas d'évoluer un peu sur cette situation, mais est-ce que finalement ça ne conforterait pas ceux qui pensent que l'État voulait se remplir seulement les poches au lieu d'imposer, d'amener par exemple les opérateurs à revoir la qualité de service avec ces mêmes montants? Vous savez, ce n'est qu'une question de perception. Et d'option. Forcément. Lorsqu'il y a une situation, on peut la regarder sous plusieurs angles. Et c'est normal, les intérêts divergent. Le mieux serait qu'on soit au niveau de l'État dans une posture où l'on écoute tout le monde. Parce que dans une société, chaque partie, si minime soit-elle, détient une part de la vérité. Et si on veut légiférer, gouverner correctement, il faudrait être en mesure de prendre l'ensemble des positions qui ont été exprimées pour essayer de les fédérer et trouver le juste milieu qui donne le point d'équilibre. Le professeur Abdoulaye Cissé, notre invité ce dimanche sur iRadio. Avec lui, nous faisons le tour de l'actualité du numérique au Sénégal et ailleurs. L'actualité du numérique, quand on en parle, bien entendu, quand on s'arrête sur les télécoms, on ne peut ne pas souvenir de cette vingtaine de milliards de pénalités infligées aux opérateurs par l'ARTP, principalement ce que l'on appelle le collège de l'ARTP. Je vous taquine encore un peu avant d'aller peut-être sur les sujets qui vous regardent, mais celui-là vous regarde bien entendu. Le monde judiciaire face à la révolution digitale, à quand la justice prédictive qu'on connaît ailleurs, cette capacité, je rappelle pour l'auditeur, d'anticiper des procès, des jugements, des décisions en se fondant sur des procès similaires déjà passés? Oui, c'est toute la problématique aujourd'hui de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des algorithmes pour essayer, au-delà de l'analytique, d'englober aussi le prédictif. Ça a son charme, ça a ses avantages, ça a aussi ses limites. Parce que la justice, elle est d'abord humaine, et lorsque l'on fait œuvre de justice, on a besoin de l'intégralité de son cerveau et de son cœur. La justice prédictive utilise une partie du cerveau, le cerveau gauche. On a besoin du cerveau droit qui contient notre intention profonde, qui contient notre intuition. On a besoin aussi du cœur pour bien juger. Je pense que la justice prédictive a des avantages, elle peut être complémentaire, elle peut être instructive pour une justice, mais elle ne doit pas être une justice de souveraineté absolue, auquel cas on peut assister à des surprises, parce que les algorithmes, elles ne nous donnent que ce qu'on a déjà programmé.
Et même si on se base sur une programmation pour anticiper le futur, ça reste une programmation. Et je pense on a des priorités qui sont ailleurs. Faisons d'abord fonctionner la bonne justice correctement. Faisons en sorte que quand il y aura des modes alternatifs dans la justice en ligne, qu'on y aille, mais en humain. Qu'on y aille en disant la technologie est un bon serviteur, mais ne doit jamais être un maître. Les legal tech, comme on les appelle pour épouser un peu le jargon des start-upers, très rapidement, toujours sur les aspects juridiques, nous en avions parlé il y a plus d'1 an avec vous, le droit du travail à l'ère du numérique et à l'épreuve du coronavirus, pourquoi tant de temps pour nous mettre à jour? Peut-être que l'État aussi a son temps. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui sont dans le temps, qui sont polychrones et qui prennent leur temps. Pour eux, le temps est éternel, rien ne presse. Il y a aussi ceux qui sont à travers le temps. Être à travers le temps, être monochrone, ce sont les personnes qui regardent leur agenda et qui trouvent qu'ils n'ont jamais assez de temps. Donc, dans un État, il y a les deux. Il faudrait savoir ce qui doit être traité à travers le temps et dans le temps. Si on regarde dans le temps, cette question-là, elle ne nous quittera pas de sitôt. Elle est importante, elle est fondamentale, elle est structurelle. La Covid-19 n'a fait que nous révéler l'importance du télétravail. Mais si on est à travers le temps et qu'on regarde qu'il y a énormément d'urgences dans nos pays qui vivent le plus souvent sous la dictature des urgences, on peut prioriser et reléguer ça au niveau de priorités lointaines. Mais je crois qu'il y a énormément aujourd'hui à faire pour définir une stratégie nationale de promotion et d'encadrement du télétravail qui va servir de base à une législation nouvelle sur le télétravail avec toute sa batterie de textes réglementaires, d'institutions de contrôle, mais aussi et surtout de financer les infrastructures qui permettent à l'administration et aux entreprises de pouvoir télétravailler. C'est un aspect de la civilisation contemporaine et nous n'avons pas le droit de le reléguer au niveau des sous-priorités. C'est une priorité éminemment importante et qui va se renforcer davantage dans les années à venir. Côté projet et réalisation concrète, qu'est-ce qui a été, selon vous, le plus déterminant en 2021, comme là, on est en janvier 2022? Oui, je pense qu'il y a eu énormément de projets. Et chacun peut voir son projet comme étant le meilleur. Si vous me le permettez, j'aurai une posture plutôt transversale et systémique. J'aurais regardé tout ce qui s'est passé et voir quelles leçons nous en tirons. Allons-y. Pour moi, la lecture combinée des événements nous révèle une élévation du niveau de conscience numérique dans le pays et qui peut se traduire par un plus grand désir de connectivité, notamment avec le télétravail dont on parlait, une exigence de qualité avec les sanctions qu'on évoquait tout à l'heure, beaucoup de créativité qu'on attend avec la Startup Act, des phénomènes de disruption, des disruptions avantageuses ou parfois terribles. Je pense à Wave qui disrupte, Orange, à Wari qui a disrupté mais aujourd'hui qui a été disrupté, à la Poste qui est totalement disruptée mais sous fond de scandales financiers. Vous avez aussi les questions de souveraineté numérique avec l'inauguration du data center de Diamniadio. Vous avez les éléments de progrès technologique avec la 5G qu'on accueille. Vous avez les questions d'identité numérique avec l'adressage qui commence également à se développer avec le projet Find Me. Vous avez les projets de Living Labs qui développent aussi le service universel à sa façon. Vous avez des problèmes de concurrence redoutables, Orange Wave par exemple. Tout pour vous dire que quel que soit le bout par lequel vous prenez la question,
nous sommes face à une conscience du numérique qui commence à prendre forme et à devenir un élément de notre quotidien. Conscience globale chez les autorités, chez les usagers finaux, de quelle conscience parlez-vous? Vous savez, la particularité de la conscience, c'est sa relativité. À chacun son niveau de conscience. Elle est relative, les autorités ont leur niveau de conscience, les consommateurs, les régulateurs, les opérateurs. Elle est en construction. Le propre de la conscience, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à un niveau, vous aspirez au niveau suivant. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais c'est le mirage. Pas forcément. Ce n'est pas un mirage, parce que dans la conscience, on devient très ancré dans le réel. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de conscience qu'on passe à côté et qu'on entre dans les mirages. Parce qu'un individu, il n'a que ces deux aspects. Il a son œil extérieur qui lui permet d'évaluer son environnement et d'essayer de le transformer. Et il a son œil intérieur qui est symbolisé par la conscience. C'est la jonction des deux qui lui permet d'être vraiment équilibré. Avocat au barreau du Sénégal, je l'ai rappelé, professeur Abdoulaye Cissé, juriste spécialisé dans le numérique. Votre regard sur l'environnement des affaires au Sénégal, est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment prometteur? Oui, c'est une très belle question. Je pense que le Sénégal a enregistré de belles avancées depuis plus d'une décennie. On a été parmi les premiers à légiférer sur les transactions électroniques, la protection des données, la cybercriminalité. Et avant cela, dans le cadre de l'UEMOA, depuis 2002, avec les paiements électroniques sous l'égide de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de progrès. On a la cryptologie, le code des télécommunications qui a été revu. Il y a beaucoup d'actions significatives qui ont été posées. Mais nous pensons très modestement qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que nous sommes dans un environnement qui est en attente, qui est en très forte demande, mais qui est extrêmement dynamique et mouvant. Un texte qui dure plus d'une décennie dans le domaine du numérique, même si personne ne le demande, il faut l'évaluer et le mettre à jour. Vous tous, vous voyez comment on met à jour les logiciels. Vous pensez à quel texte? Je pense aux données personnelles. La loi de 2008? La loi de 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Rattrapée par le droit à l'oubli, c'est cela? Oui, il n'y a pas que. Il y a le RGPD européen, mais il y a aussi le fait que nous avons des préoccupations en tant que pays anciennement colonisé sur la souveraineté de nos données. Elle a évolué depuis qu'on en parle, selon vous? Très timidement. Je pense que les vraies problématiques ne sont pas adressées. Lesquelles? C'est important un peu qu'on ait le détail, un peu lesquelles? Oui, on a une vision extravertie du droit des données. On veut faire ce que l'Europe fait. Et on est content une fois qu'on a quelque chose qui ressemble au droit européen. Mais il est vrai que nous partageons certaines problématiques avec toute l'humanité. Mais on a des problématiques qui nous sont propres. Comment on protège nos données dans un pays qui n'a pas de cloud national? Comment on protège... On a le data center, non, national. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Et c'est un travail de longue haleine. Et un data center ne suffit pas. Peut-être qu'on aura besoin davantage. Comment on protège nos données lorsque les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés à partir de chez nous? Comment on protège nos données lorsque Google, Metaverse ont plus d'informations que nos autorités sur les populations du pays? Autrement dit, il faut fermer la CDP et passer à autre chose? Non, jamais. Il faut juste actualiser, renforcer et surtout les doter de capacités technologiques, humaines, financières très importantes. Mais dans tous les cas, si je suis votre raisonnement, les GAFAM avec le M de Microsoft vont toujours nous échapper. Ils sont hors de contrôle même, si vous voulez, des États dans lesquels ils sont établis. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, la tâche, bien entendu, je provoquais un peu tout à l'heure, elle n'est pas vouée à l'échec, mais elle sera ardue? Mais
c'est le difficile qui est le chemin, comme dirait l'autre. On n'a pas à croiser les bras. La souveraineté a évolué. On n'est plus à l'époque des souverainetés absolues qui sont basées sur des frontières, une population maîtrisée, un pouvoir centralisé. Aujourd'hui, on est à l'ère... La fameuse définition de l'État, n'est-ce pas? La définition classique. Exact. Comment devenir souverain dans un système marqué par l'interdépendance et non plus par l'égalité dans la dépendance ou l'indépendance égale entre les États. Quand on est interdépendant, il faut connaître les zones de dépendance, les zones d'indépendance, les zones d'interdépendance et les zones de contre-dépendance. Contre-dépendance, c'est là où on n'est pas d'accord avec les autres. Ça nécessite une véritable stratégie à l'état des États qui leur permet de redéfinir leurs besoins, leurs exigences, les attentes de leur population sur chaque volet. Et c'est à partir de ce moment-là, avec une situation clarifiée, qu'on peut dire, oui, sur ce terrain-là, je ne cherche pas à avoir une indépendance absolue, parce que je suis dans l'interdépendance. Mais dans tel domaine, je ne suis pas d'accord, je suis en contre-dépendance. Et dans tel domaine, j'ai la possibilité d'être indépendant, et je le fais. Je peux avoir un data center national, faire en sorte que lorsque l'administration s'échange certaines données, dans le cadre de l'intranet, on ne se connecte pas à l'Internet. C'est des choix. Ce sont des choix stratégiques, des choix politiques très forts, dont il faut avoir le courage de les assumer et de les traduire en politique, en stratégie et en loi. Mais est-ce que la conscience, on reprend votre mot favori de tout à l'heure, est-ce que la conscience numérique de nos États, de nos autorités, est-ce qu'elle est assez forte pour se mettre au-dessus avec le fameux méta, on y reviendra, de métaverse? Vous savez, la conscience, c'est un processus continu. Il n'a pas de limite. Si on veut se développer... Est-ce que le niveau actuel de conscience est suffisant au regard des enjeux? Au regard des enjeux, il doit être amélioré. Il doit être amélioré, il doit être élevé. Mais vous savez, on ne peut pas s'élever en conscience de façon inconsciente. Il faut le vouloir. Si on reste en disant, voilà, j'attends que la conscience s'élève, elle ne s'élèvera jamais. Donc, il faut qu'on sache que ce n'est pas, ce qui nous bloque, ce n'est pas un problème de mentalité, comme les gens ont l'habitude de le dire, c'est un problème de conscience. Quand on est conscient, ça signifie qu'on comprend. C'est ça la conscience, on comprend les enjeux. Quand je comprends les enjeux, j'agis en conséquence. Là où je suis, si je sais que j'ai soif, je suis conscient que j'ai soif, je vais chercher de l'eau, quel que soit alpha. Et je suis en chemin. Mais si je ne sais pas que j'ai soif, je peux même avoir de l'eau devant moi sans jamais m'en servir. C'est ce qui nous arrive avec le numérique. On n'est pas conscient des enjeux, de la métamorphose de nos sociétés qu'on est en train de vivre du fait de la révolution continue du numérique. Le professeur Abdoulaye Cissé est notre invité ce dimanche sur e-radio. Bien entendu, nous parlons des questions en lien avec le numérique. Juriste spécialisé dans le digital, professeur des universités, avocat au barreau du Sénégal, premier recteur de l'université de Bambey, l'université Alioune Diop, expert en logistique et droit international. Abdoulaye Cissé pose ses valises ce premier dimanche de l'année 2022 dans E-Tech. Une pause de 25 minutes à peu près pour faire place aux infos dominicales et l'on se retrouve. E-Tech, une émission proposée et présentée par Ousmane Gueye sur e-radio. Abdoulaye Cissé n'est plus à présenter dans l'écosystème numérique au Sénégal comme ailleurs dans bon nombre d'autres pays, donc forcément à l'étranger. Professeur des universités avec un accent fort, bien revendiqué et défendu ici comme ailleurs pour la technologie et la prospective. Mon invité se veut surtout un intellectuel tout court. On parle de l'avocat au barreau du Sénégal, du légiste, de l'universitaire, de l'expert en droit international. Mais Abdoulaye Cissé, qui se fait appeler Abdoulaye tout court par endroit, aime à se montrer très
resté humble, plus accessible malgré son brillant parcours, rappelant qu'il est aussi cuisinier, donc passionné de cuisine, jardinier, bon père, attentionné et aimant de surcroît. C'est vrai que toutes ces personnalités jouent quand le professeur analyse l'évolution du numérique dans notre pays. Et là, on reparle un peu de votre très cher dialogue intérieur. Oui, je pense que nous tous, nous sommes des individus avec des personnalités plurielles, multiples. Comme disait Ampateba, les personnes de la personne sont multiples dans la personne. C'est ce qu'on essaie de voir quand on a évoqué la dernière fois la question du dialogue intérieur. Pour être équilibré, il faut dialoguer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. Apprendre à connaître sa famille intérieure qui vit en nous et dont les membres, lorsqu'ils ne sont pas coordonnés, agissent de façon isolée, à l'improviste, de façon très spontanée, jusqu'à nous dépasser ou nous mettre dans des situations pas toujours agréables. Vous avez dit ceci, est-ce que vous aimeriez bien que le Sénégal soit aussi un pays de dialogue intérieur? Absolument, absolument. Je pense que c'est pas seulement le Sénégal, moi je rêve de cela pour toute l'humanité. Parce qu'on est tous pareils, on est tous unis. Un être humain, c'est juste une cellule de la famille humaine. Ce n'est que ça. Moi, lorsque je raisonne dialogue intérieur, je raisonne descendants d'Adam, les enfants d'Adam. Quelle que soit leur couleur, leur nationalité, leur localisation sur la planète, on est tous pareils. C'est une illusion de croire qu'on est séparé des autres. Si aujourd'hui, un pays se dit développé, au moment où un autre pays est sous-développé, il n'y a pas de développement. Soit on est tous développés, soit on ne l'est pas. Il y a quelques jours, vous nous sensibilisiez d'ailleurs à l'importance de ce dialogue intérieur. Un petit extrait de quelques secondes et l'on se retrouve juste après. Si on me demande de parler du dialogue intérieur, je vais chercher vraiment les choses que personne ne voit, sauf celles qui, de temps à autre, révèlent des choses qui sont ignorées de tous mes amis. Je suis un comédien, malgré tout. Je suis cuisinier, je fais des omelettes, de la salade, je sais faire. Je lave les habits, je sais le faire et j'aime le faire. Je fais les courses. Ça fait partie de mes personnalités. Mais quand on commence à lister ces personnalités, on croit que c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Alors qu'on en a des millions. Rassurez-vous, c'est des millions qui grouillent dans chaque individu. Pour vous en convaincre, vous savez que nous avons 100 000 milliards de cellules dans chaque corps humain. C'est énorme, 100 000 milliards. Vous voyez, un être humain, c'est quoi? Entre 70 000 et 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins chez chacun d'entre nous. 2,5 fois le tour de la Terre. C'est impressionnant, mais on ne le sait pas. Et donc, si on nous dit qu'il y a énormément de personnes entre nous, de personnalités, on devrait facilement le croire. Et ce qui nous encourage le plus à le croire, mais c'est qu'on n'en sait rien de ce qui se passe. Nous, on s'occupe que du dehors. On ne sait pas ce qui se passe en nous. Tenez, depuis qu'on a commencé la conférence à maintenant, essayez de faire le calcul. 50 millions de cellules renouvelées toutes les 3-5 minutes. Combien de cellules nous ont quittés et combien de nouvelles nous ont rejoints? On ne les connaît pas. Donc, le dialogue intérieur, il nous appelle, il nous invite à faire le voyage dans le sens contraire, mais qui est le sens naturel de la vie. La vie part de l'intérieur vers l'extérieur et non le contraire. Le professeur Abdoulaye Cissé, il y a quelques jours à Dakar, on était encore un peu vers la fin de l'année 2021. Très rapidement, mais j'aimerais qu'on y revienne quand même parce que ça me semble intéressant, c'est sur la volonté politique dans la gouvernance du numérique. Le fait qu'il n'y en ait pas suffisamment, comment est-ce que cela nous impacte? C'est une question très délicate. Vous savez, la volonté, malgré toute son importance, est très relative. Vous ne verrez pas un seul politique engagé qui vous dira qu'il n'a pas de volonté, qu'il n'est pas animé d'une bonne volonté, d'une bonne intention de faire. La question qui se pose au sujet de la volonté, c'est une question d'intensité vibratoire. Je m'explique. Lorsque vous avez une volonté pour votre pays, pour des considérations qui dépassent votre propre personne, la question qui va nous interpeller, c'est de savoir, est-ce que votre volonté est suffisamment en résonance avec les volontés individuelles de vos populations? Lorsqu'elle est suffisamment en résonance, c'est une volonté qui est intensément vibratoire. Lorsque ce n'est pas le cas,
elle est fragile. Elle ne parvient pas à pousser ou à déplacer les lignes. Donc aujourd'hui, si l'on utilise la démocratie pour dire par exemple quelqu'un dirige lorsqu'il a la majorité, c'est juste pour donner à cette vibration son intensité. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert définitivement. C'est comme du jardinage, hein. Il va falloir l'arroser, tailler, entretenir, enlever les mauvaises herbes, amener toujours de l'humus, etc. pour que la chose s'entretienne et produise de belles fleurs ou de belles plantes. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Je dis manque, peut-être c'est un mot un peu trop fort, mais c'est là où on a besoin de faire davantage d'efforts. Nul n'est parfait, on a l'habitude de dire, mais comme je le rappelais il y a un instant dans nos échanges, on n'a pas besoin, comme le rappelait Gustav Jung, on n'a pas besoin d'être parfait, parce qu'on est parfait. On a besoin d'être complet. Et pour être complet, il faut tout simplement être à l'écoute des autres. Savoir ce que les autres attendent de la gouvernance, quelles sont leurs aspirations, essayer de capter leurs rêves et d'aider à les concrétiser. Et pour cela, je pense, le pays regorge de ressources insoupçonnées, mais qui ne sont pas sollicitées. Il faut juste, quand on veut s'élever en conscience, quand on veut améliorer le niveau de fréquence vibratoire de la volonté, on a les outils. On a des oreilles, il faut écouter. On a des yeux, il faut regarder. On a un nez, il faut sentir, flairer. On a une bouche, il faut parler, communiquer. Mais on a surtout un cœur qu'on ne questionne pas souvent. Il faut écouter la voix de son cœur. Il faut regarder tout ce qui se catalyse dans le cœur humain, comme désir, comme volonté, comme intention très profonde, et l'écouter. Le professeur Abdoulaye Cissé est notre invité ce premier dimanche de l'année 2022. Dans ITEC, on reste sur la volonté, on reste sur la conscience, on revient en quelque sorte sur une question de tout à l'heure, l'environnement des affaires, mais cette fois en l'abordant peut-être sous l'angle plus restreint de l'attractivité numérique du pays. On pourrait la renforcer, comment, cette attractivité? Mais merci beaucoup. Je crois qu'il y a plusieurs axes qui peuvent être bien évidemment défendus par les uns et les autres. On a aujourd'hui une stratégie qui a été mise à jour. On a un PSE qui a été mis à jour. Mise à jour, mais qui se termine en 2025, hein, c'est au lendemain de la présidentielle. Oui, il sera mis à jour à nouveau. L'essentiel, de mon point de vue, c'est qu'on ait une vision prospective. Je l'ai dit, je le répète à chaque fois que l'occasion se présente. De mon point de vue, 2060, le centenaire de l'indépendance, est une date à préparer. On est à 60 ans, un peu plus. Si au siècle de l'indépendance du Sénégal, on a une stratégie qui nous très claire et clairvoyante, qui nous montre le cap de là où on veut arriver et qu'on essaie de se mobiliser là-dessus, on va transcender des questions comme la durée des mandats, les politiques, les parrainages, etc. Tous les Sénégalais vont avoir l'œil rivé sur le centenaire. On ne peut pas avoir quand même un président qui sera président, pour vous rejoindre un peu sur cet espace politique, jusqu'en 2060. C'est pour dire que ce sera superflu, parce qu'on va regarder la chaîne de continuité. Chacun dira, mais moi je me positionne sur la date de mon intervention, la durée de mon intervention, pour prendre le train et l'amener dans la continuité pour atteindre les objectifs communs. Sinon, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il y a élection, on redémarre. On revient à chaque fois à la case départ. Mais quelqu'un qui revient toujours à la case départ pour le même itinéraire, il n'arrivera jamais. Et c'est ce que nous vivons dans beaucoup de pays africains. Donc, il y a à revoir la gouvernance numérique. Il y a aussi la question de la décentralisation numérique. On est à l'acte 3
il y a déjà quelques années, je pense il y a 3 ou 4 ans, je parlais de la préparation de l'acte 4 sur la gouvernance électronique, numérique, qui devra s'accompagner de l'accès généralisé au très haut débit partout dans le pays, qui embarque la question de l'eau et de l'électricité. Parce que, de mon point de vue, ce sont les 3 éléments du service universel fondamental, pas au sens du droit des télécommunications, mais je parle d'un individu a besoin, pour vivre n'importe où, d'un accès à l'eau, à l'énergie, à l'Internet, mais j'ajoute de façon continue et durable. Si vous garantissez ces 3 éléments dans n'importe quel village, vous êtes quitte avec ces populations, ils vont se développer. Il y a aussi la question de la dématérialisation. La dématérialisation des grands registres de l'État. Ça a commencé, mais timidement. L'État civil, le RCCM, le NINEA, le registre des sociétés coopératives, l'identité nationale, dématérialisation des grands registres de l'État, dématérialisation des formalités et procédures administratives. Aujourd'hui, par exemple, en termes de mise à jour du cadre juridique, il manque au Sénégal une loi sur la dématérialisation, une loi sur la régulation des données publiques numériques. Ce sont des insuffisances qui empêchent le gouvernement d'aller plus en avant avec la dématérialisation. La loi de 2008 sur les transactions électroniques est aujourd'hui largement dépassée. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce qu'il y a de nouvelles problématiques, de nouveaux usages, de nouveaux besoins avec lesquels il faudra compter. Donc aujourd'hui, si je devais me résumer, une véritable stratégie prospective qui n'exclut pas d'être déclinée en stratégie décennale puis en stratégie quinquennale, mais pas seulement d'avoir une stratégie quinquennale. Des lois adaptées, de nouvelles, des lois mises à jour, mais des moyens. On a besoin d'investissements colossaux. Quand il y a eu force Covid-19, je me suis dit, mais c'est le virus qui nous dicte la mobilisation de 1000 milliards. Et si c'est la volonté politique? On revient sur la volonté. Oui, si c'est la volonté politique qui décidait d'investir 1000 milliards dans le numérique, infrastructure, dématérialisation, financement des startups, on aura gagné quasiment 10 ans au moins en matière de développement économique, politique et sociale du Sénégal. D'ailleurs, ça tombe bien, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications prépare un atelier national les 5 et 6 janvier 2022 sur l'aménagement numérique du territoire. Est-ce que vous avez déjà un regard sur l'existant quand on parle d'aménagement numérique du territoire? C'est important. Il y a des premiers rapports diagnostiques que j'ai eu à parcourir, notamment même dans le cadre de la stratégie 2025. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est connu. On sait ce qu'il y a à faire. Il faut mailler tout le territoire. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'égalité entre les citoyens, c'est la base de la garantie de la connectivité de qualité. On sait de quoi il retourne. Mais est-ce qu'on est prêt à y aller jusqu'au bout? Y aller jusqu'au bout supposerait quoi? Supposerait que ce qu'on met dans la stratégie, qu'on la mette en œuvre. Lorsqu'on mettait à jour la stratégie, on s'est rendu compte que l'exécution avait timidement démarré et sur certains aspects, il n'y avait même rien. Est-ce qu'on est suffisamment conscient du niveau d'importance et d'urgence qu'il y a à développer le numérique? Aujourd'hui, ce serait une illusion que de croire qu'il soit possible de développer n'importe quel secteur de la vie économique et sociale sans développer le numérique qui va avec. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on n'en est pas suffisamment conscient. Je donne une illustration. Oui. On parle de ministère de l'économie numérique. Ça signifie que jusqu'à présent, dans l'esprit des décideurs, c'est un secteur.
L'économie numérique n'est pas un secteur. C'est aussi le plaidoyer d'un autre professeur, le professeur Abdoulaye Sakho, que vous connaissez bien. Absolument, absolument. C'est un éminent collègue, brillant et ami. C'est normal, toutes les personnes sensées savent que ce n'est pas quelque chose qui relève d'une intelligence extraordinaire. Est-ce que d'ailleurs on peut avoir, professeur Abdoulaye Cissé, d'un côté un ministère de l'économie qu'on pourrait appeler de l'économie classique et de l'autre un ministère de l'économie numérique qui signifierait la nouvelle économie? Est-ce que vous comprenez cela? Je le comprends lorsque je sais que c'est une approche sectorielle qui a été privilégiée. Quand on est dans le sectoriel, c'est très cohérent. Sauf que dans le numérique, on sort du sectoriel, justement, d'où ma question. Donc on dira que ça aurait pu être plus pertinent. Ça ne l'est pas. L'économie numérique est transversale. Elle devrait être totalement intégrée à l'économie. De toute façon, on ne devrait même pas en parler si c'était bien intégré. Ou bien, si on veut pousser tout le monde à le faire, on l'élève au niveau, par exemple, d'une primature. Un premier ministre qui est en même temps le ministre de l'économie numérique, qui pousse tout le monde à. Ou bien laisser l'économie telle qu'elle en embarquant le numérique, donc économie numérique, mais avoir le numérique, je ne parle maintenant plus de l'économie, mais le numérique politique, le numérique économique, le numérique technologique, le numérique environnemental, le numérique juridique, dire le numérique transversal, il traverse toute l'administration, tout l'État. On en viendra tout à l'heure à l'état civil, mais j'aimerais, pour rester un peu logique avec ce que nous venons de développer, j'aimerais qu'on parle très rapidement de la Startup Act adoptée en Conseil des ministres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce texte? Est-ce que vous êtes optimiste quant au concret qu'il promet? C'est déjà un excellent pas qui a été accompli grâce à la très grande mobilisation des start-upers, des acteurs de l'écosystème. Vous avez joué un rôle? Oui, un rôle d'expertise pour essayer de formaliser et oui, de pousser. J'y crois. Je suis de ceux qui défendent, peut-être parfois même avec passion, le développement de l'intelligence créative. Je suis impressionné jusqu'à la chair de poule par l'intelligence de nos concitoyens et concitoyennes. Et ça fait parfois mal de voir quelqu'un de très créatif, de brillant, à qui il manque juste un coup de pouce et qu'on ne fasse rien. C'est à la limite criminel. Et donc avec la start-up, on a des textes, on attend les décrets, autres arrêtés d'application. Et pour moi, c'est un cadre qui est important à poser. Mais le plus important, c'est de les soutenir. De les soutenir de façon stratégique. Vous savez, aujourd'hui, un État qui veut se développer doit avoir ses propres start-up. Des start-up d'État. Le mot n'est pas fort, il a été lâché par cette salle, ancien directeur de l'économie numérique. Ce n'est pas fort. Start-up d'État? Pas du tout. Un État, c'est nous, avant tout. Quand il est bien organisé. Mais il est incarné par un système. Mais c'est pas grave. Un État réfléchit. Un État a des universités. Il peut avoir des start-up. Un État a des sociétés. Il a des établissements publics. Ça renvoie à médias d'État aussi et ça peut être lourd. Oui, mais ça existe. Chacun joue son rôle. On n'est pas en train de dire qu'il n'y aura que des start-up d'État. J'ai dit l'État peut être entouré, accompagné de start-up dans l'intérêt général, qui lui développent des solutions, des applications qui lui permettent de vivre l'État numérique. Parce que le véritable enjeu, c'est d'avoir un État start-up. L'État moderne, c'est un État start-up. Emmanuel Macron parle d'ailleurs de Startup Nation. Oui, il l'a fait. Lui, même avant qu'il ne soit élu, il avait organisé un très grand colloque sur l'état start-up. Et ça lui a permis, on a vu le résultat. Parce qu'il savait que les start-up ont une intelligence qui dépasse l'ordinaire et qui lui a permis, lui, en tant qu'acteur politique, de disrupter l'environnement politique français et de devenir au sommet de l'État. Et on rappelle qu'il était le ministre de l'économie sous François Hollande. Oui, absolument. Cela étant, moi je parle du soutien aux start-up d'État. Ça, c'est un État engagé
dans le numérique, mais il y a de l'autre côté le soutien aux startups. Les startups du numérique et les startups non numériques, dans tous les domaines. C'est d'avoir une politique hardie, engagée au service de la créativité et de l'innovation. Et là, je rêve, je me dis, j'aurais vraiment aimé voir le Sénégal faire le pari historique de soutenir toutes les startups. Imaginez juste une seconde, 1000 milliards pour les startups du Sénégal. Et revenez les voir 5 ans après, 10 ans après. Le pays serait transformé. Mais là, on les attend, on leur donne 1 milliard, 3 milliards. C'est peu. C'est insignifiant, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et vous pensez aujourd'hui que quelque chose bloquerait, disons, un tel plaidoyer, une telle initiative, si on arrivait à l'arrêter, à la prendre? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut plutôt continuer les plaidoyers, la sensibilisation. Pour moi, ce n'est qu'une question de conscience, encore une fois. Lorsqu'on sait, lorsqu'on comprend, on agit. L'état civil, très rapidement, il nous reste quelques minutes. Professeur Abdoulaye Cissé, qu'est-ce qui change avec l'état civil depuis qu'on parle d'ailleurs d'identité digitale ou numérique? Vous savez, la question de l'identité numérique, c'est la question centrale de tout le numérique. C'est pas une simple question qu'il faut juste là traiter de sectoriel. Les questions d'identification, d'authentification dans le numérique ne sont plus limitées à la sphère stricte de l'État. C'est des questions à la fois internationales, régionales, nationales, avec des enchevêtrements économiques, politiques, sociaux, environnementaux, culturels, tout est dedans. Donc aujourd'hui, comme on travaille dans les autres domaines de stratégie, et je pense qu'il y a un projet en ce sens, il faut diagnostiquer la question et avoir une politique et une stratégie sur l'identité nationale. Je ne peux pas l'élaborer comme ça en parlant. Donc, c'est des études très sérieuses qu'on doit faire et qui vont après permettre de revisiter notre état civil, notre système d'identité nationale, notre système de traitement des mouvements de population. Je donne généralement une comparaison entre ce qu'on a vécu dans l'histoire et ce qu'on aurait pu vivre présentement, parce que la situation n'a guère évolué. Nous sommes des pays qui, lorsqu'on parle de souveraineté, n'en ont pas la même conception qu'un Européen ou un Américain. Parce que nous avons subi l'esclavage, la colonisation. Nous avons résisté, nos résistants ont été vaincus. Nous sommes devenus indépendants et dépendants, sous-développés. Donc quand on nous parle de souveraineté, on devrait savoir de quoi il s'agit. Si vous voulez corréler état civil et identité, pendant 13 siècles d'esclavage, tous nos parents, frères, sœurs, qui ont quitté le pays et sont partis, on ne connaît pas leur état civil, on ne connaît pas leur identité. Aujourd'hui, on est en 2022. Il y a des millions de Sénégalais qui n'ont pas d'état civil, d'acte d'état civil, et qui sont là. Ça signifie que si on les avait aussi embarqués avec peut-être des avions sans télécommandés par des drones, donc on ne voit personne, qui débarque chez nous dans certains villages, prennent tous les membres, les déportent dans des endroits où l'on ne connaît pas, on ne saura pas qui est parti. On ne peut pas les tracer. On est à l'ère où Google connaît les mouvements de population des Sénégalais. Apple, Samsung ou des opérateurs de téléphonie connaissent nos mouvements plus que les renseignements généraux du Sénégal ou la police ou la gendarmerie. Est-ce qu'on en est conscient que ce sont ces niveaux de vulnérabilité qui, dans le passé, ont créé ce que l'on appelle colonisation et esclavage? Aujourd'hui, les expressions sont lâchées. Il y a des études. On parle de neuro-esclaves. On parle de cybercolonisation. Tout ceci existe. Un peu dans la perspective de Fanon. Oui, on les vit. Donc, s'il y a des
réflexion, qui anticipe, qui alerte. Il faudrait que les autorités les entendent, qu'on organise des conférences, des débats, qu'on montre aux gens que quand vous vous connectez sur Internet, on vous suit. Vous laissez des données, des métadonnées qu'on va exploiter avec l'analyse Big Data. On peut en faire de l'analyse, on peut avoir de la prédiction, on peut vous contrôler, vous connaître mieux que vous-même. Mettez-le en corrélation avec le dialogue intérieur dont on parlait tout à l'heure. L'individu, avec le numérique, il ne se connaît pas à l'extérieur et il ne se connaît pas à l'intérieur. Il devient une proie facile entre les mains de toute personne qui se connaît, tout simplement. Abdoulaye Cissé, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous aussi, Ousmane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce premier dimanche de l'année, Abdoulaye Cissé, professeur des universités avec un accent fort bien revendiqué, on l'a dit, pour les technologies de l'information et de la communication, pour la prospective, pour la souveraineté numérique principalement. Premier recteur de l'université de Bambey, Alioune Diop de Bambey, passé également par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, expert en droit du numérique. Merci infiniment d'avoir encore une fois accepté d'honorer nos invitations. On vous dit à très bientôt, très belle année 2022. Très belle année à vous, à tous nos compatriotes du Sénégal et d'Afrique, mais aussi à toute la famille humaine, où qu'elle puisse se trouver. Merci infiniment. Excellent dimanche et excellente semaine.